Mon père m'a serré contre lui et a plaisanté lors de l'anniversaire de mariage de mes parents, l'erreur que nous avons décidé de garder. Ma mère a ri et a ajouté, elle est inoffensive, juste pas très utile. J'ai souri en retour, suis parti sans un mot et les ai effacés de ma vie. 3 ans plus tard, j'ai ouvert ma porte d'entrée et j'ai trouvé 2 policiers qui attendaient, madame. Je m'appelle Léa Mercé. J'ai 29 ans. Et le moment qui a changé ma vie ne s'est pas produit dans une ruelle sombre, une salle d'audience ou une chambre d'hôpital. Il s'est produit sous des guirlandes lumineuses chaleureuses, entre des coupes de champagne et des fleurs de traiteur, lors du 40e anniversaire de mariage de mes parents, tandis que 60 personnes souriaient comme si elles assistaient à quelque chose de doux. J'étais venu en avion, me disant que ce voyage pourrait être différent. Je me disais que le temps avait adouci les gens. Je me disais que la distance m'avait peut-être rendu plus facile à aimer. Pendant la majeure partie de la soirée, j'ai joué mon rôle. J'ai souri pour les photos, j'ai serré dans mes bras des parents que je connaissais à peine et je me suis tenu juste assez près pour avoir l'air inclus sans donner à quiconque la chance de me blesser trop profondément. Puis mon père a levé son verre, m'a fait signe de venir et m'a serré contre lui comme s'il était fier de me revendiquer pour une fois. Pendant une demi-seconde, j'ai réellement cru que c'était ce qui se passait. Puis il a ri dans le micro et a dit, j'étais l'erreur qu'ils avaient décidé de garder. Les gens ont éclaté de rire avant même que les mots n'aient pleinement atterri. Ma mère n'a pas eu l'air gênée. Elle s'est penchée avec son sourire impeccable et a ajouté que j'étais inoffensive, juste pas très utile. Cela a provoqué un rire encore plus fort. J'ai souri aussi. C'était la partie étrange. J'ai souri comme si j'avais entendu une blague de famille inoffensive, comme si ma poitrine ne se vidait pas devant tous ceux qui m'avaient vu passer toute ma vie à essayer de gagner une place à cette table. Mon frère a baissé les yeux dans son verre pour ne pas avoir à croiser mon regard. Quelques personnes se sont déplacées inconfortablement. La plupart d'entre elles n'ont rien fait, et à ce moment précis, avec tous ces gens qui riaient sous les lumières, quelque chose en moi est devenu complètement immobile. Avant de vous dire ce que j'ai fait après ce sourire, dites-moi d'où vous écoutez et quel temps il fait là-bas en ce moment. Je veux savoir jusqu'où cette histoire peut voyager avant de trouver les personnes qui en ont le plus besoin. J'ai gardé ce sourire sur mon visage pendant peut-être 3 secondes de plus, juste assez longtemps pour m'assurer que personne ne pourrait dire que j'avais gâché la fête. Puis je me suis glissé sous le bras de mon père, j'ai remis ma coupe de champagne au serveur le plus proche et je suis rentré dans la maison tandis que les rires flottaient encore dans l'air derrière moi. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a prononcé mon nom. C'est ce qui m'a fait le plus mal. Ce n'était pas seulement ce qu'il avait dit. C'était à quel point cela semblait normal pour tout le monde. À l'intérieur de la maison, je me suis déplacé avec un calme que je ne ressentais pas. J'ai pris mon sac à main sur la table de l'entrée, j'ai attrapé le manteau léger que j'avais laissé sur le dossier d'une chaise et j'ai jeté un dernier coup d'œil à l'endroit où j'avais passé tant d'années à essayer de devenir plus facile à aimer. Les portraits de famille encadrés dans le couloir racontaient tous le même mensonge. Sur chacun d'eux, nous avions l'air polis, fiers et proches. Personne en regardant ces photos n'aurait deviné à quel point l'affection dans notre maison était souvent assortie de conditions. Mon père, Graham Mercé, a bâti son succès comme certains hommes bâtissent une religion. Il vénérait les apparences, la discipline et tout ce qui pouvait être mesuré en profit. Ma mère, Diane, aimait l'ordre, l'image et le genre d'histoire de famille que les gens admiraient de l'extérieur. Mon frère Caleb était né en comprenant exactement comment leur donner à tous les deux ce qu'ils voulaient. Il avait le bon diplôme, les bons instincts, la bonne confiance, et finalement le bon bureau dans l'entreprise familiale. J'avais toujours été celle qu'il décrivait avec des mots plus doux. Le genre de mots qui semblait gentil jusqu'à ce que vous réalisiez qu'ils signifiaient jetable, créative, sensible, différente, difficile à cerner, pas sérieuse. Au moment où j'ai atteint l'allée, mes mains tremblaient si fort que j'ai laissé tomber mes clés une fois avant de monter dans la voiture de location. Je n'ai toujours pas pleuré. J'ai roulé directement vers l'aéroport à l'extérieur de Nashville, mon téléphone face cachée dans le porte-gobelet tandis que les appels et les SMS commençaient à illuminer l'écran les uns après les autres. À un feu rouge, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu un message de ma mère qui disait « Ne fais pas de ce soir une affaire personnelle ». 1 minute plus tard, mon frère a écrit « Papa plaisantait. Arrête d'être dramatique ». J'ai ri alors, un son bref et brisé qui me ressemblait à peine. Même après m'avoir humilié devant 60 personnes, ils avaient encore besoin que je joue le rôle qu'ils m'avaient assigné. La fille silencieuse, la fille gérable, la fille qui absorbait les coups sans créer de remous.
À l'aéroport, j'ai changé mon vol, payé trop cher pour la dernière place disponible et je me suis assise à la porte d'embarquement, fixant le reflet sombre de mon propre visage dans la fenêtre. C'est là que j'ai finalement compris quelque chose de simple et de terrible. Si je retournais là-bas après cela, je leur enseignerais qu'il n'y avait aucune limite qu'ils pouvaient franchir et que je ne pardonnerais pas éventuellement. Alors avant d'embarquer, j'ai quitté le groupe de discussion familiale, bloqué tous les numéros que je connaissais par cœur, me suis déconnecté de l'ancienne adresse email que ma mère utilisait pour la culpabilité et mon frère pour le contrôle, et j'ai supprimé tous les albums, calendriers et discussions partagées qui me liaient à eux. Au moment où l'avion a décollé, j'avais déjà décidé qu'il n'obtiendrait plus jamais la version de moi qui continuait à se présenter juste pour être blessé. Je pensais que ce vol était la fin de l'histoire. Je n'avais aucune idée que ce n'était que le premier mouvement. Quand j'ai atterri à Santa Fe, la ville ressemblait à ce qu'elle était toujours juste avant l'aube, silencieuse et presque indulgente, comme si le désert avait décidé que certaines choses ne valaient pas la peine d'être poursuivies. J'ai conduit jusqu'à chez moi dans des rues vides, je me suis laissé entrer dans ma petite casita en adobe et je suis resté debout dans la cuisine, écoutant le silence. Pas d'appel, pas d'accusation, pas de tournée d'excuses forcées qui m'attendaient à l'autre bout de la nuit. Pour la première fois depuis des années, le silence ne semblait pas solitaire. Il semblait coûteux. Il semblait mérité. J'ai dormi jusqu'à midi, me suis réveillé avec les yeux gonflés et un mal de tête qui ressemblait à un chagrin devenu physique. Et puis j'ai fait quelque chose qui aurait semblé insignifiant pour quiconque d'autre et énorme pour moi. J'ai fait du café, ouvert mon ordinateur portable et commencé à reconstruire ma vie comme si les personnes qui m'avaient mis au monde n'avaient pas automatiquement le droit de me retenir. J'ai changé les mots de passe bancaire, mis à jour les registres commerciaux, transféré mon adresse postale dans une boîte louée sous le nom de ma société, et j'ai lentement coupé tous les liens administratifs qui me connectaient encore au Mercé. Mon travail à l'époque était inégal et fragmenté. J'aidais des marques de bien-être haut de gamme à rédiger des parcours clients qui semblaient personnels plutôt que robotiques. Je créais des emails de fidélisation pour un petit groupe hôtelier en Arizona. J'ai repensé les entonnoirs de rendez-vous pour un studio de soins de la peau haut de gamme. Rien de tout cela n'était glamour et personne dans ma famille n'aurait appelé cela impressionnant, mais cela payait mon loyer et, plus important encore, c'était à moi. Dans les premiers mois après l'anniversaire, j'ai vécu en mode survie. Je travaillais, je marchais, je dormais légèrement. Chaque fois que j'entendais une voiture s'arrêter devant chez moi, mon corps se tendait avant que mon esprit ne puisse suivre. Mais Santa Fe n'a cessé de me rappeler que la vie pouvait être construite à partir de la douceur, pas seulement de l'endurance. J'ai trouvé un studio de yoga où personne ne demandait ce que signifiait mon nom de famille. J'ai rejoint un groupe de rencontres créatifs locales où les gens parlaient de processus plutôt que de pédigré. Je suis devenu ami avec une propriétaire de librairie qui se souvenait de ce que j'aimais lire et un barista qui appelait mon nom correctement à chaque fois. Les amitiés n'étaient pas dramatiques. Elles étaient mieux que dramatiques. Elles étaient stables. J'ai rencontré Adrien lors d'une collecte de fonds pour la préservation pour laquelle j'avais conçu des supports. C'était un architecte spécialisé dans la restauration de vieux bâtiments sans les dépouiller de leur histoire. La première fois que nous avons parlé, il m'a demandé quel genre de travail me faisait perdre la notion du temps. Pas où j'étais allé à l'école, pas si ma famille avait de l'argent, pas pourquoi je semblais prudente avec les questions personnelles, juste quel genre de travail me faisait me sentir vivante. J'ai presque ne pas su comment lui répondre car j'étais si inhabitué. Nous avons commencé lentement. Café, un marché le samedi, de longues promenades au crépuscule. Il n'a jamais forcé les histoires que je n'étais pas prête à raconter. Il avait cette qualité rare de faire en sorte que le silence ressemble à un espace plutôt qu'à une pression. Cela comptait plus que je ne pouvais l'expliquer. Mon entreprise a également changé. J'ai cessé de me qualifier de freelance et j'ai commencé à agir comme une propriétaire. J'ai construit des systèmes. J'ai recueilli des témoignages. J'ai transformé des projets ponctuels en conseils récurrents. Puis j'ai transformé le conseil récurrent en un modèle d'agence compacte axé sur la fidélisation des clients, la conception de flux de fidélité et la stratégie d'expérience numérique pour les marques qui voulaient que les gens reviennent, pas seulement qu'ils cliquent une fois et disparaissent. Les chiffres se sont améliorés. Moi aussi. Je ne me réveillais plus chaque jour en essayant de prouver que je n'étais pas inutile. Je me réveillais en essayant de devenir plus performante dans ce que je savais déjà faire. Quelque part au milieu de cette deuxième année, j'ai réalisé que des semaines entières s'étaient écoulées sans que je pense du tout à ma famille.
Cela m'a semblé un miracle la première fois que cela s'est produit. Puis cela s'est reproduit. Puis c'est devenu ma vie. J'ai commencé à donner occasionnellement des ateliers en ligne pour les propriétaires de petites entreprises sur la façon de bâtir la confiance après un dommage à la marque. Je ne l'ai jamais formulé ainsi à voix haute, mais une partie de moi savait que j'étudiais en réalité la récupération. Comment les gens reconstruisent le lien après une trahison. Comment ils reviennent après avoir été rejetés, comment ils survivent quand la pièce qui les a élevés n'a jamais appris à les retenir avec gentillesse. Au bout de la 3e année, j'avais des clients dans 3 États, suffisamment d'économie pour respirer, des gens que j'aimais, et une vie qui n'incluait plus de sursauter à mon propre nom. Je croyais sincèrement les avoir effacés de la carte de mes jours. Puis un matin ensoleillé, j'ai ouvert ma porte d'entrée et j'ai trouvé 2 personnes en uniforme et en manteau de bureau bleu marine, tenant un dossier scellé avec mon ancien nom légal tapé sur le devant. L'homme en uniforme s'est présenté comme un adjoint du shérif du comté. La femme à côté de lui venait d'un cabinet d'avocats du Tennessee. Pendant une étrange seconde, j'ai cru que quelqu'un était mort, et le monde a basculé si fort que j'ai dû m'accrocher au cadre de la porte. La voix de l'adjoint s'est adoucie quand il a vu mon visage. Il m'a dit qu'il y avait eu un événement médical grave impliquant mon père, que mon nom apparaissait toujours sur d'anciens documents d'urgence et de fiducie, et que leur bureau avait reçu l'ordre de confirmer la remise d'un avis juridique urgent car les tentatives précédentes pour me joindre avaient échoué. Je me souviens avoir signé pour l'enveloppe tout en ayant l'impression que mon corps se tenait à 1 mètre derrière moi, observant la scène arriver à quelqu'un d'autre. Après leur départ, je me suis assise sur le sol de mon salon avec le paquet non ouvert pendant près d'1 heure. Quand j'ai finalement brisé le sceau, les documents étaient exactement le genre de choses que ma famille utiliserait comme une arme. Il y avait un avis de l'AVC de mon père. Il y avait mention d'une restructuration temporaire au sein de la fiducie familiale. Il y avait des formulations concernant le statut de bénéficiaire, les obligations fiduciaires et l'examen de la gouvernance de l'entreprise à la lumière de son incapacité. Sous tout cela se trouvait le message qu'ils avaient caché dans le langage juridique, « Nous vous avons trouvé. Vous comptez toujours lorsque l'argent et le contrôle sont en jeu. » Les lettres ont commencé après cela. Enveloppe certifiée, email d'avocat, note manuscrite de ma mère qui semblait plus douce qu'elle ne l'était. Léa, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. Léa, ton père demande de tes nouvelles tous les jours. Léa, la famille a besoin d'unité en ce moment. Puis Caleb est venu en personne. Je suis sorti d'une réunion client en centre-ville et je l'ai vu appuyé contre un SUV noir comme s'il était là depuis assez longtemps pour se sentir à l'aise. Il avait l'air coûteux, reposé et irrité exactement comme il l'avait toujours été lorsque quelque chose refusait de s'organiser autour de lui. Il a souri quand il m'a vu, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. Seulement le soulagement que la recherche soit terminée. Nous avons fini dans le hall d'un hôtel parce que j'ai refusé de l'amener chez moi. Il a entièrement ignoré les banalités. Papa a eu un AVC. Léa, l'entreprise est exposée. La fiducie est en cours de révision. Vous êtes toujours nommé dans d'anciens documents qui auraient dû être mis à jour il y a des années. Je lui ai demandé ce qu'il voulait. Il s'est penché en arrière et a dit, « Je veux que tu arrêtes de te comporter comme une adolescente enfuguée et que tu rentres à la maison assez longtemps pour signer ce qui doit être signé. » Les mots étaient si propres et rodés qu'ils m'ont presque impressionné. Il n'était pas là parce que je lui manquais. Il était là parce que j'étais toujours un inconvénient sur le papier. Comme je ne répondais pas, il a ajouté que mon père était fragile. Ma mère était épuisée et le conseil détestait l'incertitude. Il a dit que l'entreprise avait besoin de stabilité. Il a dit que la famille ne devrait pas avoir à me traîner pour faire ce qu'il fallait. Puis, parce qu'il avait toujours confondu la cruauté avec l'efficacité, il a baissé la voix et a dit quelque chose qui a soudainement tout rendu clair. Si vous coopérez, cela peut rester simple. Si vous ne le faites pas, les avocats traîneront l'affaire en longueur et vous feront passer pour une personne impossible. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de l'entendre comme un frère et que j'ai commencé à l'entendre comme un opérateur protégeant un trône qu'il n'avait pas vraiment gagné. Je lui ai dit non. Il m'a dit que j'étais émotionnel. Je lui ai dit de partir. Pendant des semaines après cela, ils ont insisté plus fort. Ma mère a envoyé des photographies de mon père dans un lit d'hôpital. Les avocats ont envoyé des révisions et des requêtes. Un membre du conseil d'administration que je n'avais jamais rencontré m'a envoyé un email pour dire qu'il espérait que je me comporterais dans l'intérêt supérieur de l'héritage de la famille Mercé. L'expression me rendait malade. La nuit,
je dormais à peine. Pendant la journée, j'annulais des appels, reportais des projets et restais debout dans ma propre cuisine, incapable de me souvenir pourquoi j'avais ouvert le réfrigérateur. La vieille honte est revenue sous une forme que je reconnaissais trop bien. Elle n'est pas arrivée comme de la tristesse. Elle est arrivée comme de la confusion. Peut-être étais-je égoïste. Peut-être que disparaître avait été enfantin. Peut-être leur devais-je une dernière apparition, un dernier compromis. Une dernière performance de fille parfaite pour que tout le monde puisse rester à l'aise. Le traumatisme est étrange de cette façon. Il peut vous faire douter de la réalité de ce qui vous a été fait si assez de temps passe sans que personne ne le valide. Mon corps le savait avant mon esprit. Ma poitrine se serrait quand le camion de la poste s'arrêtait dehors. Mes mains devenaient froides chaque fois que mon téléphone vibrait. J'ai commencé à verrouiller la porte en plein jour. J'ai arrêté d'aller au yoga. J'ai presque rien dit à Adrienne au début parce que j'avais honte que des gens à qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans puissent encore me joindre par le biais de documents et de langage juridique et me transformer à nouveau en quelqu'un d'effrayé. Mais un soir, après que j'ai sursauté au son d'une notification de mail, il m'a regardé longuement et a dit « Ce n'est pas ce à quoi ressemble la culpabilité. C'est ce à quoi ressemble la traque. » J'ai voulu argumenter avec lui. Au lieu de cela, j'ai pleuré si fort que je ne pouvais plus respirer. Chaque lettre rouvrait la même blessure. Chaque message portait la même demande. Reviens. Cède. Sois assez petite pour nous à nouveau. Et pendant un petit moment, j'ai eu peur qu'il puisse encore me forcer. Mon point le plus bas est arrivé un après-midi si ordinaire que cela m'a presque embarrassé plus tard. Il n'y a pas eu d'effondrement dramatique, pas de dispute, pas une seule nouvelle catastrophique. J'avais juste passé 3 jours à peine à travailler, à fixer des documents fiduciaires que je détestais, à manger des crackers au-dessus de l'évier et à me déplacer de chaise en chaise dans ma propre maison comme si je pouvais échapper à mes souvenirs en changeant de position. La pluie est arrivée ce jour-là, soudaine et froide, et j'ai quitté la maison parce que je ne pouvais plus supporter de m'entendre penser. J'ai marché sans parapluie, trempé en quelques minutes, et je me suis réfugié dans une librairie d'occasion devant laquelle j'étais passé une douzaine de fois sans jamais y entrer. Elle sentait le papier, le cèdre et la poussière réchauffée par de vieilles lampes. Une femme à la caisse a hoché la tête comme si les gens entraient tout le temps avec du mascara ruiné et des yeux hantés. J'ai erré dans les allées jusqu'à ce qu'un petit livre bleu attire mon attention. Le titre était « Le pouvoir du discret ». Il n'était pas magique. Il ne m'a pas offert une nouvelle vie en un seul chapitre. Ce qu'il a fait était bien plus déroutant. Il décrivait avec une clarté douloureuse comment les personnes qui grandissent en étant sous-estimées confondent souvent l'invisibilité avec la faiblesse, alors que parfois l'invisibilité n'est que de la force inexploitée. J'ai acheté le livre, l'ai emmené dans un café du coin et j'ai lu jusqu'à ce que la pluie cesse. Puis je suis rentré chez moi et j'ai fait quelque chose de plus difficile que de pardonner à ma famille. J'ai fait l'inventaire de moi-même. J'ai ouvert des dossiers de résultats clients. J'ai relu des messages de fondateurs qui avaient dit que mon travail avait sauvé leur chiffre de rétention. J'ai regardé des tableaux de revenus de campagne que j'avais conçus. J'ai lu des témoignages de propriétaires d'entreprises qui me faisaient confiance pour la partie de leur marque qui vient après la première vente. La partie fragile où les gens reviennent ou disparaissent. La preuve est puissante quand toute votre enfance vous a appris à vous méfier de votre propre valeur. Ma famille m'avait bâti une identité à partir de blagues, de rejets et d'étiquettes commodes. Mais les feuilles de calcul ne se soucient pas de la mythologie familiale. Les résultats ne se soucient pas de qui a eu la meilleure place à table. J'étais bonne dans ce que je faisais. Pas d'une manière vague et réconfortante. D'une manière mesurable, reproductible et professionnelle. Une fois que j'ai accepté cette vérité, le reste est venu vite. J'ai supprimé 2 clients épuisants et de faible valeur. J'ai reconstruit mon offre d'agence autour du marketing du cycle de vie et de l'expérience client numérique pour les marques de vente au détail et d'hôtellerie haut de gamme. J'ai peaufiné ma série d'ateliers pour la rendre plus ciblée et les appeler « Reconstruire votre voix après avoir été réduite par d'autres personnes ». Je n'ai jamais dit « famille » dans le titre, mais tout le monde a compris. Les inscriptions se sont remplies plus vite que prévu. Puis un podcast d'entreprise m'a invité. Puis un fondateur m'a recommandé à un autre fondateur. Puis à un autre. L'argent s'est amélioré. Mais plus important que l'argent était l'élan. J'ai cessé de réagir et j'ai commencé à choisir.
J'ai cessé de me demander si je me surestimais et j'ai commencé à me demander où mes compétences pouvaient créer le plus grand changement. Cette question m'a finalement ramené à l'endroit précis auquel j'avais essayé de ne plus jamais penser. L'entreprise familiale. Mercelan Lighting & Home avait été l'une de ces entreprises régionales que les gens supposaient toujours survivre parce qu'elle avait une histoire, de beaux showrooms et le bon nom de famille attaché à la signalisation. Mais l'histoire n'est pas une stratégie. J'ai commencé à les regarder comme je regarderais n'importe quel client en difficulté. Leur site web était magnifique et inutile. Leur présence sociale semblait soignée mais désuète. Il n'y avait pas de système de rétention de mails significatif, pas de parcours post-achat réfléchi, pas de portail commercial pour designers dignes d'être utilisés, pas de chemin numérique clair de la navigation au rendez-vous, à l'achat et aux affaires récurrentes. Leur réputation vivait du passé tandis que le marché était déjà passé à autre chose. Pour la première fois, je n'ai pas étudié ma famille pour comprendre pourquoi elle me faisait du mal. Je l'ai étudiée pour comprendre où elle était vulnérable. Ce changement a tout changé. À peu près à ce moment-là, la dernière lettre de ma mère est arrivée. Elle contenait une phrase à l'encre bleue tremblante, « Votre père est en train de mourir. S'il te plaît, rentre à la maison. » Je l'ai lu 2 fois et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu s'installer en moi. Pas de panique, pas de chagrin, de la clarté. 3 ans plus tôt, j'aurais fui cette phrase ou j'aurais été écrasé par elle. Cette fois, j'ai posé la page, je me suis versé un verre d'eau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à planifier. La première personne que j'ai appelée n'était pas ma mère. C'était une avocate nommée Danielle Shaw, qui avait déjà aidé l'un de mes clients à régler un vilain conflit de partenariat sans ruiner l'entreprise. Elle était intelligente, clinique et, heureusement, peu impressionnée par les drames familiaux. Je lui ai envoyé les documents de fiducie, les avis, la correspondance du conseil d'administration et un résumé de tout ce qui s'était passé depuis l'anniversaire. La deuxième personne que j'ai contactée était Priya Shah, une investisseuse que j'avais rencontrée lors d'un changement de marque hôtelier 2 ans plus tôt. Elle représentait maintenant une participation minoritaire détenue par un groupe d'investissement privé qui s'était discrètement intéressé à Mercelan lors d'un cycle de financement dont je me souvenais vaguement avoir entendu parler. Priya était le genre de personne qui rendait la plupart des cadres nerveux sans élever la voix. Quand je lui ai demandé si elle accepterait de parler officieusement de l'état actuel de l'entreprise, elle a dit oui presque immédiatement. C'était mon premier vrai signe que les fissures étaient plus grandes que ce que ma famille voulait faire savoir. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai construit de la même manière que j'avais construit mon entreprise à partir de rien. Tranquillement, méthodiquement, j'ai appris que mon père n'était pas mort, mais qu'il avait été suffisamment affaibli après l'AVC pour que le conseil d'administration opère dans un état de semi-transition anxieuse. J'ai appris que Caleb avait pris des décisions agressives en matière de personnel, s'aliénant des managers de longue date et manquant aux attentes clés des fournisseurs, tout en présentant au conseil d'administration des résumés trop polis qui dissimulaient la gravité du déclin. J'ai appris que l'entreprise avait de belles bases mais un suivi terrible. Il savait toujours comment impressionner les gens dans un showroom. Il ne savait plus comment suivre ces personnes numériquement chez elles, les fidéliser ou concurrencer des entreprises qui comprenaient le comportement d'achat moderne. Daniel a confirmé ce que j'avais commencé à soupçonner. Parce que mon nom était toujours mentionné dans d'anciens documents de fiducie et de gouvernance, il ne pouvait pas simplement m'effacer sans procédure. Priya a confirmé quelque chose d'également important. Le conseil était suffisamment nerveux pour écouter si la bonne proposition venait de la bonne personne avec le bon levier. Cette personne, pour la première fois de ma vie, pourrait être moi. Alors, j'ai créé un pitch deck intitulé « Division croissance numérique et expérience client ». Je l'ai rendu plus propre et plus solide que tout ce que j'avais jamais fait pour ma propre agence. Parce que ce n'était pas seulement un plan d'affaires. C'était un contre-argument à toutes les choses insouciantes que mes parents m'avaient dites. J'ai expliqué comment Mercelan pouvait se moderniser sans détruire son identité. J'ai proposé un modèle de conciergerie numérique pour les clients à forte intention. Un véritable portail commercial pour designers. Des flux de mails de cycle de vie basés sur le comportement de navigation et d'achat. Une architecture de fidélité construite autour des cycles de rénovation et des projets de maisons récurrents. Du trafic payant lié au rendez-vous en showroom, pas à des impressions de vanité. Un meilleur suivi post-achat pour l'installation, l'entretien et la vente additionnelle. Une stratégie de rétention au lieu d'une panique d'acquisition sans fin. Je ne me suis pas arrêté là.
J'ai commencé à collecter ce que Caleb avait supposé que personne ne mettrait côte à côte. Entretien de départ, plainte de fournisseurs, retard de paiement, schéma de rotation du personnel, compte de designer perdu, décision de coût négligente. Même le compte rendu d'une tentative de pousser un langage fiduciaire révisé avant que tous les bénéficiaires n'aient été pleinement pris en compte. Je n'inventais pas un dossier contre lui. J'organisais celui qu'il avait construit lui-même. Adrienne a observé tout cela avec une sorte de respect tranquille qui m'a maintenu plus stable qu'il ne le réalisait probablement. Une nuit, il m'a demandé si y retourner rouvrirait tout. Je lui ai dit la vérité. Oui, mais pas de la même manière. Je ne retourne pas leur demander pourquoi ils m'ont fait du mal. Je retourne en sachant exactement ce que j'apporte avec moi. Cette distinction était la différence entre la peur et la stratégie. Quand j'ai finalement répondu à la lettre de ma mère, mon message était bref. Je rentre à la maison pour une courte visite. Je rencontrerai des avocats. Je reverrai les documents de gouvernance. Je ne logerai pas dans la maison familiale. Je n'ai pas mentionné le DEC. Je n'ai pas mentionné Priya. Je n'ai pas mentionné Daniel. Je n'ai pas mentionné le dossier sur mon bureau intitulé Caleb qui était devenu assez épais pour se plier quand je le ramassais. Le vol pour le Tennessee a été différent de celui qui m'avait ramené de l'anniversaire 3 ans plus tôt. Alors, je fuyais. Cette fois, je portais des outils. Quand j'ai atterri, j'ai loué une voiture, j'ai réservé une chambre d'hôtel près du centre-ville de Nashville au lieu de conduire jusqu'à Brentwood, et je suis resté assise pendant 10 minutes dans le parking souterrain, les deux mains calmement posées sur le volant. Il pensait que je revenais parce que la culpabilité avait fait son travail. Il pensait que le chagrin m'avait adouci. Il pensait que la fille qui était partie en silence était enfin prête à revenir et à être absorbée par l'ancienne machinerie. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que j'avais passé 3 ans à devenir quelqu'un qu'il ne savait plus comment contrôler. Au moment où j'ai conduit vers l'hôpital le lendemain matin, je ne revenais pas comme leur erreur. Je revenais comme leur perturbation. La première fois que j'ai vu mon père après 3 ans, il semblait plus petit que le souvenir ne l'avait permis, pas plus gentil, pas changé, juste plus petit. La lumière de l'hôpital dénude les gens. Et dans cette pièce, Graham Mercer n'était plus l'homme tonitruant au centre de chaque table familiale. C'était un homme fatigué dans un lit d'hôpital avec un visage dont j'avais hérité plus que je ne l'aurais voulu. Il me regardait comme si j'étais à la fois un réconfort et une conséquence. Pendant un instant, aucun de nous ne parla. Puis il dit d'une voix rendue rauque par la convalescence et l'orgueil, « Tu es venu. » J'ai répondu, « Vous avez envoyé une équipe juridique et un adjoint. » Il a fermé les yeux à ces mots. Que ce soit par honte ou par épuisement, je ne pouvais le dire. Ma mère est arrivée quelques minutes plus tard dans un manteau crème et un maquillage contrôlé, portant la panique sous une couche de perfection. Elle m'a serré dans ses bras comme si des caméras pouvaient être cachées dans les murs. Quand je ne l'ai pas étreinte en retour, elle s'est écartée et a commencé à parler trop vite des médecins, des médicaments et à quel point les derniers mois avaient été difficiles pour tout le monde. Pas pour lui, pas pour moi, pour tout le monde. Caleb est arrivé après cela, assez tard pour signaler son importance, assez irrité pour signaler sa propriété. Il m'a jeté le même regard qu'il avait l'habitude de porter chaque fois qu'il voulait me rappeler que j'étais de retour sur son terrain. L'ancienne moi aurait rapetissé sous ce regard. La nouvelle moi a continué à observer. Au cours des jours suivants, j'ai agi avec prudence. J'ai rencontré l'avocat de la famille. J'ai examiné les dossiers. J'ai visité le showroom phare et j'ai observé ce qui se passait quand Caleb entrait dans une pièce. Les employés se redressaient sans se détendre. Les managers répondaient avant qu'ils ne finissent de demander. Un designer de longue date m'a dit avec une retenue visible que le suivi était devenu peu fiable et que les décisions changeaient maintenant en fonction de l'humeur de Caleb. Un autre a discrètement déclaré que 3 membres du personnel de haut niveau étaient partis en 6 mois. Un fournisseur que j'ai appelé sous le prétexte de la recherche a parlé pendant 15 minutes de retard d'approbation, de communication manquée et d'une équipe de direction qui ne comprenait plus ses propres promesses. J'ai écouté tout cela. Au dîner cette semaine-là, ma mère n'a cessé d'essayer de recréer la normalité. Elle a parlé des centres de table pour un déjeuner à venir, s'est plainte du parking de l'hôpital et a fait référence à mon hôtel comme s'il s'agissait d'une crise de colère temporaire plutôt que d'une limite. Caleb a rejeté toutes les préoccupations commerciales avec la confiance polie de quelqu'un qui n'avait jamais vraiment été mis à l'épreuve. Mon père regardait plus qu'il ne parlait.
La première vraie fissure est apparue lors d'une réunion d'examen de la gouvernance lorsque Caleb a affirmé que les départs récents faisaient partie de la modernisation de l'entreprise. Un membre du conseil a demandé si la perte de 3 managers historiques et de 2 comptes commerciaux clés en un seul trimestre pouvait être qualifiée de modernisation. Le silence qui a suivi a été bref mais vif. J'ai alors compris ce que Priya voulait dire. Le conseil était prêt à écouter. Ils avaient juste besoin d'une alternative suffisamment solide pour prendre le risque de choisir. Je leur en ai donné une. J'ai demandé une session formelle et j'ai soumis mes documents par l'intermédiaire d'un avocat afin que personne ne puisse m'accuser d'arriver avec un ressentiment familial déguisé en stratégie. Caleb a ri en l'apprenant. Il a dit à ma mère que me laisser présenter ne ferait qu'alimenter mon besoin d'attention. Il a dit que j'avais toujours confondu la créativité avec la compétence. Il parlait toujours selon l'ancien script familial. Il croyait toujours que j'étais piégé à l'intérieur. La réunion a eu lieu dans la salle de conférence exécutive du bureau principal, une pièce avec du bois poli, du café rassis et le genre de silence qui n'existe que lorsque trop de personnes font semblant de ne pas avoir peur. Mon père a insisté pour y assister, bien que son médecin désapprouvait clairement. Priya était assise à une extrémité de la table, immobile et illisible. Daniel a participé à distance en tant que conseillère juridique. Caleb affichait l'expression d'un homme qui se prête à une performance inutile. Je l'ai laissé faire. Quand mon tour est venu, je n'ai pas commencé par l'émotion. J'ai commencé par le comportement du client. J'ai montré comment Mercelan perdait l'attention après le premier contact, perdait la confiance après l'achat et perdait les affaires récurrentes parce que personne ne prenait en charge l'expérience après la visite du showroom. Je leur ai présenté l'écart entre la façon dont l'entreprise se voyait et la façon dont le marché se comportait réellement. J'ai montré des systèmes de suivi défaillants, des parcours numériques obsolètes, des frictions avec les designers et une baisse mesurable des schémas d'achat répétés qui ne pouvaient être considérés comme un simple changement temporaire. Puis j'ai montré la feuille de route, un véritable canal de conciergerie numérique, un portail commercial plus solide, une communication segmentée du cycle de vie, une stratégie de fidélisation construite autour des cycles de rénovation et des projets de maison répétés. Une meilleure intégration entre les rendez-vous, l'inventaire et le service après-vente. Je leur ai montré ce à quoi la croissance pourrait ressembler si l'entreprise cessait de traiter le numérique comme une décoration et commençait à le traiter comme une infrastructure. Personne n'a interrompu. Même Caleb est resté silencieux, bien que sa mâchoire se soit serrée à chaque diapositive. Quand j'ai terminé la section stratégie, l'un des administrateurs indépendants a demandé à quelle vitesse une division comme celle-là pourrait être construite. J'ai répondu sans hésitation, 90 jours pour la structure, 180 pour le déploiement, 12 mois pour un retournement mesurable si l'alignement du leadership est réel. C'est alors que Caleb a finalement ri et a dit, l'alignement du leadership. C'est fort de la part de quelqu'un qui s'est enfui et a monté une petite entreprise de mai dans le désert. Ma mère a tressailli. Mon père a baissé les yeux. Il y a 3 ans, cette remarque m'aurait anéanti. Cette fois, elle m'a semblé utile. Elle m'a donné l'ouverture que je voulais. J'ai cliqué sur la deuxième partie de la présentation. Puisque la direction a été évoquée, j'ai dit, discutons de la gestion opérationnelle. Ce qui a suivi a été dévastateur parce que j'ai gardé un ton calme. J'ai présenté les retards de paiement des fournisseurs, les décisions contradictoires en matière de personnel, les pertes de partenaires commerciaux. Les rapports sommaires gonflés et le schéma d'intimidation qui avait poussé de bonnes personnes à partir tout en convainquant le conseil que tout était sous contrôle. J'ai montré le taux de désabonnement des comptes. J'ai montré les pistes d'audit. J'ai montré l'écart entre le récit de Caleb et l'impact réel sur l'entreprise. Puis j'ai placé un dossier imprimé devant chaque membre votant. Pas de drame, pas de performance, juste des faits organisés assez clairement pour que le déni aurait demandé plus d'efforts que l'honnêteté. Le visage de Caleb est passé de l'irritation à l'incrédulité, puis de l'incrédulité à la rage. Il a essayé de soutenir que tout le monde prend des décisions difficiles sous pression. Il a essayé de ramener la pièce à mon absence, ma sensibilité, mon ressentiment personnel. Mais chaque fois qu'il cherchait l'histoire familiale, les chiffres ramenaient la pièce à la performance. À un moment donné, il a cherché le secours de mon père. Ce fut le seul moment qui m'a semblé profondément personnel. Mon père a levé les yeux, nous a regardés tous les deux et a dit d'une voix beaucoup plus faible que dans mon souvenir et beaucoup plus vraie que tout ce que j'avais entendu de lui depuis des années, « Assieds-toi, Caleb.
La pièce est devenue silencieuse. Ce n'était pas une rédemption. Cela n'a pas effacé mon enfance. Mais c'était la première fois de ma vie qu'il refusait de protéger l'enfant qu'il avait toujours choisi à ma place. Le vote n'a pas été unanime, mais il a été décisif. Le Conseil a approuvé la formation immédiate d'une nouvelle division sous le titre de directrice de la croissance et de la stratégie numérique et m'a nommé pour la diriger avec une supervision directe de l'expérience client, de la rétention commerciale et de la modernisation numérique. Ils ont également voté pour un audit indépendant des récentes décisions opérationnelles et ont mis Caleb en congé en attendant l'examen. Il s'est levé si brusquement que sa chaise a raclé le sol assez fort pour faire sursauter ma mère. Pendant une seconde, il ressemblait moins à un leader attaqué qu'à un garçon découvrant que la pièce ne tournait plus autour de sa confiance. Il m'a pointé du doigt et a dit, « C'est de la vengeance. » J'ai croisé son regard et j'ai répondu, « Non, c'est de la responsabilité. La vengeance aurait été de vous laisser finir ce que vous avez commencé. » Je suis sorti dans le couloir et je suis resté seul pendant 1 minute, la main contre le mur. Parce que même la victoire peut faire trembler votre corps quand elle arrive, portant le visage de ce qui vous a autrefois terrifié. Les mois qui ont suivi ont été plus difficiles que les récits de vengeance fantaisistes ne l'admettent jamais. Redresser une entreprise est un travail. Reconstruire la confiance est un travail. Créer des systèmes là où l'ego avait l'habitude de régner est un travail. Mais un travail que je comprends. J'ai embauché avec soin, en commençant par certaines des personnes que Caleb avait renvoyées trop rapidement. J'ai reconstruit la communication commerciale, restructuré le suivi post-achat, modernisé la marque sans la dénaturer, et fait du respect une partie de l'opération plutôt qu'une humeur optionnelle. Les revenus n'ont pas transformé la nuit, mais l'entreprise s'est stabilisée, puis améliorée, puis a commencé à croître d'une manière que personne ne pouvait attribuer à la chance. Le moment le plus satisfaisant ne s'est pas produit dans cette salle de conférence. Il s'est produit 6 mois plus tard lors d'une assemblée générale du personnel et d'un déjeuner avec les partenaires commerciaux dans le showroom phare. Ma mère s'est tenue au podium, élégante et parfaitement maîtrisée, présentant la nouvelle direction de l'entreprise. Sa voix n'a tremblé qu'une seule fois lorsqu'elle a prononcé mon nom. Elle a dû le dire clairement devant des employés, des partenaires, des designers et des fournisseurs qui comprenaient tous maintenant qui avait empêché Mercellane de sombrer davantage. Mon père, alors retraité et s'appuyant sur une canne, a pris le microphone ensuite et a dit quelque chose de simple qui aurait signifié très peu pour quiconque d'autre et tout pour moi. Il a dit, « J'ai sous-estimé ma fille pendant bien trop longtemps, et cette entreprise est debout aujourd'hui parce qu'elle ne s'est pas sous-estimée elle-même. Aucune excuse ne peut racheter une enfance. Aucune reconnaissance publique ne peut restaurer les années que j'ai passées à essayer de gagner de la tendresse de personnes qui ne respectaient que l'utilité. » Mais entendre cette vérité prononcée à voix haute dans une pièce pleine de témoins a compté. Caleb a quitté l'entreprise avant la fin de l'audit. Officiellement, c'était une démission. Tous ceux qui comptaient savaient mieux. Il apparaît encore parfois lors d'événements familiaux, portant son ancienne arrogance comme un manteau qui ne lui va plus. La différence maintenant est que personne ne se réarrange autour de cela. Ma mère essaie encore de temps en temps de se glisser dans la gestion d'image et la mémoire sélective. Je ne la laisse pas faire. Je garde ma propre maison, mes propres comptes, mes propres limites. Et quand je dis non maintenant, le mot reste non. Adrienne et moi avons gardé la vie que nous avons construite. Je ne suis jamais revenu dans l'orbite familiale. J'ai étendu mon rôle dans l'entreprise uniquement selon des termes qui protégeaient la femme que je suis devenu sans eux. J'ai également lancé un programme d'apprentissage rémunéré par l'intermédiaire de Mercellane pour de jeunes talents issus de milieux défavorisés, car je sais trop bien ce qui se passe lorsque les institutions confondent l'apparence avec la valeur. Cela pourrait être la chose la plus proche de la grâce dans toute cette histoire. S'il y a une leçon dans ce qui m'est arrivé, ce n'est pas que le succès efface la douleur. C'est que la douleur n'a pas le droit de définir votre valeur à moins que vous ne continuiez à lui tendre le stylo. Le lien du sang familial n'est pas un laissez-passer gratuit pour l'humiliation. La loyauté sans respect n'est qu'une autre forme de contrôle. Parfois, la chose la plus saine qu'une personne puisse faire est de s'éloigner suffisamment des voix qui l'ont diminué pour enfin n'entendre la sienne. Mon père m'a un jour serré contre lui devant une foule et m'a appelé l'erreur qu'ils avaient décidé de garder. Au final, la vérité était beaucoup plus simple. Je n'ai jamais été leur erreur. J'étais la personne qu'ils n'ont pas su reconnaître jusqu'au jour où ils ont eu besoin de ce que j'avais construit sans eux. Et à ce moment-là, je n'avais plus besoin qu'ils me disent qui j'étais.